Dans ce chapitre, nous allons revenir sur l'initialisation des objets. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur le besoin d'initialisation. Donc, par défaut, quand on crée un objet, les champs ne sont pas initialisés. Donc, il faut leur donner une valeur pour que l'objet puisse être utilisé, pour qu'il puisse fonctionner correctement. Donc, j'ai en dessous là, de cette diapo deux exemples, l'un en Pharo, l'autre en Java, pour comparer que les deux langages et puis montrer que le problème existe dans différents langages. Donc, non, je suis allé trop vite. Donc, premièrement, donc dans Pharo, je définis une classe lampe, elle a un champ ou une variable d'instance couleur. Quand je crée une instance, avec lamp new, qu'est-ce qui se passe? J'ai un objet qui va être créé en mémoire et il va avoir une case mémoire dédiée au champ couleur, mais ce champ-là, il est à nil, c'est-à-dire qu'il n'a pas été initialisé. Si maintenant je vais à Java, je définis ma classe lampe avec un champ couleur, je fais new lamp, je vais obtenir pareil, une lampe, un objet en mémoire qui représente la lampe, avec une case mémoire qui correspond à la couleur, qui contient nul, qui veut dire qu'elle n'est pas initialisée, elle ne contient pas de référence d'objet valide. Alors il y a différentes manières de combler ou pallier ce problème. Donc il y a différentes familles pour opérer l'initialisation. J'y arrive. Alors d'abord, il y a les objets littéraux, là on les crée, ils sont initialisés. Il y a l'initialisation avec des valeurs fournies. Il y a l'initialisation avec des valeurs par défaut, qui peut être soit faite de manière gloutonne, une initialisation par manière gloutonne, ou une initialisation paresseuse. Et ces quatre dernières boîtes, ou disons les trois, parce que la fournie initialisation gloutonne, initialisation paresseuse, ces trois manières peuvent être combinées. On va revenir là-dessus. Alors d'abord, les objets littéraux. Les objets littéraux, ce sont des objets que vous avez l'habitude de créer. En fait, le simple fait de les écrire équivaut création et initialisation. Donc si je prends un nombre, que ce soit en Pharo ou en Java, je peux écrire un nombre entier, un nombre réel. Il en est de même pour les caractères. Donc en caractère en Pharo, c'est avec $A, en Java, c'est avec des cotes. Idem les chaînes de caractères, donc entre apostrophes dans Pharo, entre guillemets dans Java. Les tableaux, des tableaux d'entiers ou des tableaux d'octets. Donc là, avec la notation dièse crochet, ça correspond à des tableaux d'octets en Pharo. Ça ne peut pas dépasser 255, c'est entre 0 et 255. Donc dans Java, il n'y a pas cette distinction, au moins pas dans la notation pour la définition des tableaux, mais toujours est-il qu'on peut créer des tableaux de littéraux, des tableaux littéraux. Alors donc là, on a vu les objets littéraux, on les crée, ils sont initialisés automatiquement. Une autre manière de faire l'initialisation, qui est le cas général, c'est qu'on va créer des objets en fournissant des valeurs. Donc en fait, les paramètres sont fournis au moment de la création de l'objet et ils vont être utilisés pour initialiser un nouvel objet. Donc dans Java, ce sont des constructeurs avec des paramètres. Dans Pharo, ce sont des méthodes de classe avec paramètres. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres chapitres, dans Pharo, il y a très peu de concepts, mais qui sont utilisés de manière uniforme et de manière étendue. Et donc là, le concept de méthode est suffisant pour pour remplacer les constructeurs, comme on va le voir. Mais bon. Donc, si je prends l'exemple de Java, donc j'ai ma classe lampe, j'ai un champ couleur, comme tout à l'heure, et donc là, si je veux fournir à la création des lampes une couleur, je suis obligé de définir un constructeur lampe, qui est donc un constructeur, il porte le même nom que sa classe en Java, avec un paramètre, et puis on va accéder au champ couleur, donc 10.couleur, qu'on va initialiser, on lui a affecté la valeur qui est passée en paramètre.
Et donc à l'utilisation, on va se contenter de faire new lampe et puis passer le bon paramètre aux couleurs. Donc là, comme ça, dans cet exemple, je peux créer une lampe verte en passant la couleur green comme paramètre, ou alors une lampe rouge. Donc en une ligne, j'ai ma lampe qui est créée, initialisée. Alors à noter dans le constructeur, qui a un super particulier, c'est un super parenthèse, qui est une construction spécifique à Java pour n'a de sens que dans un constructeur. Et donc elle permet d'appeler le constructeur de la superclasse. Et donc là, on appelle le constructeur de la superclasse qui ne prend pas de paramètres, hein. C'est le constructeur par défaut. On peut imaginer appeler un constructeur de la superclasse qui prend des paramètres, et là on les rajouterait là. Dans Smalltalk, ou Pharo en particulier, on n'a pas de concept de constructeur. En fait, puisqu'on a le concept de méthode qui est généralisé, qui est défini partout, et on peut aussi bien ajouter des méthodes pour les instances que pour les classes. Donc quand on est dans le système browser qui est montré sur ce schéma-là, donc disons qu'on a choisi la classe lampe qu'on est en train de créer, si je clique sur le bouton class side, je suis en train de définir des méthodes qu'on va pouvoir appeler sur la classe. Donc new, par exemple, qui permet de créer des objets dans Pharo, en fait, c'est une méthode qu'on appelle sur les classes. Donc par défaut, quand je ouvre un système browser, en fait, on est en mode instance, on crée des méthodes qui vont être appelées sur les instances de la classe, mais on peut ajouter des méthodes qui sont comprises par la classe. Et donc là, j'ai défini une méthode qui va être comprise par la classe, et donc c'est une méthode. En termes de nommage, on est plus libre en Pharo qu'en Java, puisqu'on peut appeler nos méthodes comme on veut, hein. Et donc du coup, là j'appelle la méthode couleur, je l'appelle couleur de pain, parce que c'est une méthode de classe qui me permet de créer des instances en fournissant la couleur. Et donc, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je vais créer une nouvelle lampe avec new, et puis cette nouvelle lampe, je vais utiliser le setter, donc l'accesseur en écriture, qui est couleur de point, en lui donnant le paramètre couleur. Et puis à la fin, on retourne la nouvelle lampe. Donc c'est ce que j'illustre là. Donc avec cette méthode de classe, on va pouvoir l'utiliser. Donc là en bas, j'illustre comment on peut l'utiliser pour créer en une ligne un objet, une lampe déjà prête à l'emploi. Donc là, j'appelle la méthode couleur de point sur la classe lampe en fournissant comme paramètre la couleur green. Et j'obtiens ma lampe. Donc je peux en faire la même chose avec la couleur rouge. Et donc là, ce que fait cette méthode-là, donc là, au passage à notation chevron, normalement c'est la classe qui comporte la méthode. Là, en fait là, avec le mot classe qui est mis avant le chevron, j'indique que je suis en train de définir une méthode de classe. Donc je suis en train de définir une méthode de classe dans la classe lampe, et donc cette méthode de classe s'appelle couleur de point. Bon, le code, on en avait déjà parlé tout à l'heure, si ce n'est que j'avais pas précisé que le new, il est appelé sur, enfin j'avais dit que le new est appelé sur la classe lampe, et en fait on est dans une méthode de classe, et donc quand on est en mode méthode de classe, en fait le self, ça désigne la classe qui est en train d'exécuter la méthode, la classe courante. Bon, je ne vais pas en dire davantage sur la méthode de classe, il y a pas mal d'autres choses à dire, dans le sens où ça fonctionne comme les méthodes d'instance en termes de lookup, donc il y a de l'héritage qui opère, et donc on peut avoir un super, etc. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc là, comme je l'avais dit tout à l'heure, une fois qu'on a créé la nouvelle lampe, il faut appeler le setter côté instance, donc il faut l'avoir prévu côté instance, parce qu'en Pharo, l'encapsulation elle est forte. Donc les champs ne sont accessibles que par l'objet lui-même, que par le propriétaire. Donc les méthodes de classe peuvent servir aussi à autre chose
qu'à créer des objets. Donc on peut, enfin, vous l'avez déjà utilisé en TP, hein. Donc on avait des méthodes de classe pour la classe afficheur LedRond, donc la méthode tout supprimer. Et donc là, dans les exemples, quand on créait des afficheurs à tour de bras, puis il y en avait de trop, bon, il suffisait d'appeler tout supprimer, et ça, le corps, c'était celui-là, ça fait une manip qui appelle remove all, qui supprime tous les objets graphiques qui apparaissaient à l'écran. Dans un autre usage des méthodes de classe, c'est pour faire des exemples. Donc là, pour ça, on utilise ce qu'on appelle des pragmas. Donc un pragma, c'est une chaîne de caractères, en gros, hein, pour simplifier, une chaîne de caractères entre inférieur et supérieur, entre les deux symboles-là. Et elle est interprétée par enfin, elle est interprétée comme c'est une annotation, hein, c'est une annotation. Donc le compilateur, il considère que c'est une annotation qui est insérée dans la méthode. Donc à la compilation, elle apparaît dans le code compilé. Puis le browser, il peut l'exploiter pour dire, bah, j'ai oublié d'avoir une illustration ici, ça permet d'ajouter un petit symbole, un petit triangle pour lancer la méthode. Donc, donc là, le pragma exemple, ça permet d'ajouter un petit triangle qui permet, en un simple clic, lancer l'exécution de cette méthode-là. Alors la dernière famille, ou double famille non, pardon, la dernière famille d'initialisation, c'est l'initialisation avec des valeurs par défaut. Donc on va regarder comment on fait ça de manière gloutonne. Donc la manière gloutonne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on crée l'objet, tous les champs sont immédiatement initialisés. Donc avant qu'on puisse accéder à l'objet, il est initialisé. Donc c'est fait en Java avec un constructeur par défaut. En Pharo, c'est fait par la méthode initialize, la méthode d'instance initialize. Donc voyons en Java. Donc en Java, à l'utilisation, je fais new lamp sans rien fournir entre parenthèses. Donc ça c'est le constructeur. Et donc ça me retourne un objet lamp. Ce constructeur-là, je le définis dans ma classe lamp comme étant comme la notation de tout à l'heure, sauf qu'on n'a rien entre parenthèses, donc on n'a pas de paramètres, et donc à la place on va utiliser une valeur par défaut qu'on va écrire dans le corps de la méthode, qu'on va affecter au champ, dans le corps du constructeur, je veux dire, qu'on va affecter au champ. Et bien sûr, il y a toujours l'appel du super, l'appel du constructeur de la super classe. À noter que cet appel, si on oublie de le faire, comme ce que vous avez dû faire en TP l'année passée, en fait, le compilateur, il l'insère automatiquement. Ce qui peut engendrer une erreur à la compilation si jamais la superclasse n'a pas de constructeur par défaut. Donc en Java, on n'est pas obligé d'avoir des constructeurs par défaut, et donc une superclasse, enfin une classe, du moment qu'on a un constructeur, c'est ce qui compte. Donc ça peut être soit un constructeur par défaut, soit un constructeur avec des paramètres. Et si on ne précise rien, c'est comme si on avait un constructeur par défaut vide. Et donc quand on définit une sous-classe, si soit on appelle explicitement un des constructeurs de la superclasse avec le bon nombre de paramètres, ou alors le constructeur par défaut. Donc, et si on ne fait rien, le compilateur il insère cet appel. Si la superclasse n'a pas ce constructeur par défaut, on se retrouve avec une erreur de compilation. Bon, ça c'est pour la parenthèse. Dans Pharo, donc avec la méthode initialize, ben c'est une méthode qui est appelée par la méthode de classe new, donc elle est appelée automatiquement à chaque création d'objet. Donc cette méthode initialize, c'est une méthode au même titre qu'une autre, si ce n'est qu'il y a une convention de nommage qui s'appelle initialize. Et donc on peut ou pas faire un appel à la méthode héritée de super initialize. Et donc après on fait l'initialisation avec des champs avec
avec les valeurs par défaut. Donc à l'utilisation, on fait lamp new, et puis ça nous crée, c'est ce que vous avez fait depuis le début hein, donc des cours, et donc ça vous crée un nouvel objet qui est affecté à la variable une lampe. Alors, cet appel de la méthode, enfin je reviens à la méthode, au super initialize, donc ça appelle la méthode initialize de la superclasse, et l'emplacement, il est libre. Contrairement dans Java où l'appel de la... donc je reviens à Java, donc la position du super là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est un emplacement figé. Il n'y a pas le choix. On est obligé de le faire avant toute autre instruction dans le constructeur. Alors que dans la méthode initialize de Faro, on a la position de l'appel à l'initiale de la superclasse. Bon, déjà, il est optionnel. Bon, il est recommandé de le faire, hein, à moins que vous ayez une bonne raison de ne pas le faire. Mais bon, il est possible de ne pas le faire. Et l'emplacement, il est libre. Donc, on le met suivant ce qui nous arrange. Il y a certaines configurations où des fois on a besoin d'initialiser un champ local à la classe avant d'appeler le super initialize qui va initialiser les autres champs. La dernière manière de faire de l'initialisation, c'est une initialisation avec des valeurs par défaut et de manière paresseuse. Et donc l'idée de l'initialisation paresseuse, c'est qu'on va retarder l'initialisation jusqu'au moment où un champ est requis, où là, on a besoin de lire ce champ-là. Donc l'intérêt, c'est que si un champ n'est pas utilisé, il n'est pas initialisé. Donc on va économiser de la mémoire ou du temps au niveau de la création. C'est particulier quand on crée beaucoup d'objets ou d'un certain type ou des objets qui occupent beaucoup de mémoire. Donc imaginons qu'on est en train de construire, de manipuler des images ou de grands vecteurs, de grandes matrices. Comme ça peut arriver en simulation ou en IA quand on fait de l'apprentissage, en fait, voilà, ne pas créer une grosse matrice, ça peut avoir un impact sur le temps d'exécution, le temps d'une création ou sur la durée de la création, ou la quantité de mémoire utilisée. Donc ça, c'est pour les avantages de l'initialisation paresseuse. Mais bon, après, comme toute chose, c'est des avantages, enfin, c'est un compromis, et donc face aux avantages, il y a un coût, il y a des inconvénients. Le premier, c'est que l'initialisation elle est réalisée dans les getters. Donc, a priori, c'est-à-dire qu'il va falloir créer un getter par champ. Et donc, l'initialisation de chaque champ va se faire dans son getter. Bon, j'ai mis un seul champ à la fois. Bon, là, disons que c'est la pratique. Hein. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Mais bon, si on veut avoir l'avantage de ne pas occuper la mémoire en initialisant tous les champs, donc en fait, du coup, chaque getter va initialiser un seul champ. L'initialisation, elle est faite lors du premier appel de la méthode d'accès en écriture, le premier getter. Ça veut dire que il faut savoir, est-ce que c'est le premier appel? Comment on le sait? On va tout simplement tester le champ avant de le retourner et voir est-ce qu'il a été initialisé ou pas, est-ce qu'il n'y a pas besoin, et s'il y a besoin d'initialiser, on fait le traitement. Et donc ce test-là, il va persister au-delà du premier appel. Au-delà du premier appel, on va pouvoir analyser, enfin tester le champ, voir s'il était initialisé ou pas. Donc d'où le surcoût tout au long de la vie de l'objet. Bon, c'est un petit surcoût, hein. Il faut quand même relativiser les choses. Un if, et puis tester si un objet n'a pas été initialisé, enfin si un champ n'a pas été initialisé, c'est relativement minime comme coût. Mais bon, il est là, il faut le savoir. Et puis l'autre contrainte, qui est par ailleurs relativisée, c'est qu'il faut utiliser les getters tout le temps, même dans les autres méthodes de la même classe. Donc, exemple d'initialisation paresseuse dans Java. Donc, je prends toujours mon exemple de couleur d'une lampe. Donc là, je vais définir mon getter, getCouleur. Et donc, je vais
faire, première chose, je vais tester est-ce que mon champ couleur a été initialisé. Donc pour voir ça, je regarde est-ce que le champ est égal à nul. Nul, je rappelle, c'est la valeur, c'est une référence nulle, c'est la valeur d'une variable qui n'a pas été initialisée en Java. Et donc, si c'est nul, ben, je vais faire mon initialisation et je poursuis l'exécution. Et donc là, je vais retourner mon champ couleur. Si le champ, enfin, et à l'utilisation, je vais faire comme avant, new lamp, donc parenthèse, parenthèse. Donc à ce stade-là, le champ couleur n'est pas initialisé. D'ailleurs, j'ai même pas mis de constructeur dans mon exemple. Je considère qu'on utilise on peut imaginer qu'on utilise un constructeur par défaut qui est généré automatiquement par le compilateur, qui ne fait rien en fait. Et bon, il ne fait pas d'initialisation en tout cas, il fait juste l'allocation de l'objet. Et donc là, j'appelle le constructeur à ce stade-là. Donc le champ couleur n'est pas initialisé, mais au moment où on va faire l'accès à la couleur, quand on fait getCouleur par exemple, là seulement, il y aura le test qui est fait ici, et puis on va initialiser le champ avant de le retourner. De même, en Pharo, l'initialisation paresseuse, considérant que j'ai une classe lampe, comme tout à l'heure, j'ai mon getter couleur, et donc à l'utilisation, je vais créer ma lampe et je vais appeler le getter couleur. Bon, là, on n'est pas obligé de faire, en parenthèse, on n'est pas obligé d'appeler le getter tout de suite après la création. C'est juste pour l'exemple. C'est au moment où on a besoin, on va l'appeler. C'est pas la peine de l'appeler si on n'a pas besoin. Non, c'est pour l'exemple. Donc, au moment où il y a besoin du getter, j'appelle donc la méthode couleur, qui va regarder si le champ couleur il est un nil. S'il est un nil, sa valeur il est initialisé, et je retourne. Le coup suivant, quand je vais appeler la méthode couleur, je regarde est-ce que le champ est nil? Non, et donc j'arrive là. Donc je retourne. Donc, en fait, c'est le surcoût dont je parlais tout à l'heure, c'est juste ce test-là. Alors, pour finir, puis tout à l'heure on parle d'initialisation, mais il serait bien de parler 2 secondes sur les valeurs qu'on utilise pour l'initialisation. Alors, ce sont souvent des constantes, mais pas forcément. Et il y a un problème, c'est qu'elles sont noyées dans le code. Donc, peu importe la technique d'initialisation, que ce soit l'initialize ou de manière paresseuse, les méthodes, ou avec un constructeur, donc ça revient au même, les valeurs par défaut, elles sont noyées dans le code. Donc là, on voit la couleur qu'on utilise, c'est un bout de la méthode initialize ou un bout du getter, si on utilise une initialisation paresseuse. Alors pourquoi le fait que ça soit noyé, c'est un problème? Parce que d'abord, les valeurs sont cachées dans le corps des méthodes, donc difficile à comprendre, enfin difficile à repérer pour comprendre ou modifier le code, ou a priori, quelqu'un qui veut comprendre comment fonctionne une classe, il ne les voit pas, ça ne lui saute pas aux yeux. Il devrait peut-être créer un objet et puis voir, regarder ce qu'il en, ses valeurs par défaut. Et puis, elles sont câblées au reste du code de la méthode. Ça veut dire que si on veut modifier on veut, dans une sous-classe par exemple, utiliser une autre valeur par défaut, il faudra une autre valeur pour l'initialisation, il faudra redéfinir la totalité de la méthode, ce qui implique une duplication du code. Donc, exemple. Donc, un exemple un peu artificiel, mais c'est pas grave. Donc, j'ai la classe lampe de tout à l'heure, qui a la couleur qui est allumée, et le jeu champ est allumé, et puis on a un getter, get est allumé. Bon, j'ai gardé un hommage à la Java. Donc là, le getter, on voit que l'affectation, ou l'initialisation, elle est faite
à l'intérieur du getter, c'est un bout d'instruction à l'intérieur, une instruction à l'intérieur du getter. Si maintenant, j'imagine que je définis une classe de lampe écologique, où je veux que la valeur, que le champ est allumé soit vrai ou faux suivant l'heure actuelle, donc s'il est 18 heures, donc on considère qu'il fait soir, que c'est le soir, qu'il fait sombre, et dans ce cas on va pouvoir allumer la lampe, sinon bah, si c'est la journée, on n'allume pas, donc là c'est une expression booléenne. Et donc en fait, rien que le fait, donc la différence entre les deux méthodes, les deux getters, c'est juste la valeur qu'on a, la valeur initiale qu'on veut utiliser. Là, c'est juste true, et là, c'est une expression dont le résultat, c'est un booléen qui est affecté à notre champ est allumé. Et donc, rien que pour remplacer un bout, on est obligé de redéfinir la totalité de la méthode. Donc, donc là encore, on a de la chance, c'est une méthode courte, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont copiées. Et donc, pour résoudre ce problème-là, en fait, on va faire appel à un théorème, entre guillemets, fondamental du génie logiciel. C'est n'importe quel problème de génie logiciel peut être résolu. Et il est résolu comment? Il est résolu en introduisant un niveau d'indirection supplémentaire. Donc, concrètement, dans notre cas, la solution, c'est des méthodes dédiées aux valeurs d'initialisation. Donc, des exemples de méthodes dédiées aux valeurs initiales sont en bas là. Donc, on dit qu'on va utiliser la couleur jaune comme couleur initiale. Donc, je vais définir une méthode couleur initiale qui me retourne la couleur jaune. Je vais dire que la lampe est initialement allumée. Donc, je vais définir une méthode est initialement allumée qui me renvoie true. Et ces deux méthodes-là, je vais les utiliser pour faire l'initialisation. Là, je suis dans l'initialize, je fais mon super initialize, je fais couleur de point et j'appelle self couleur initiale. Je fais est allumé de point, self est initialement allumé. Donc j'appelle les deux méthodes. Et donc les valeurs qu'elles me retournent vont être utilisées pour l'initialisation. Ça dans la classe lampe. Et si je dois définir une sous-classe qui a besoin d'utiliser une autre valeur, éventuellement calculée comme c'est le cas de la lampe écologique, bon, on va se contenter de définir juste la méthode qui retourne cette valeur. Donc là, c'est la méthode est initialement allumée. On va la redéfinir dans sa globalité. Mais bon, en fait, c'est dans sa globalité, mais il n'y a pas grand-chose. C'est une seule ligne qu'on va remplacer par une autre ligne. C'est juste la valeur qui est remplacée. Et donc, l'indirection, c'est qu'on n'accède pas directement à la valeur initiale, on passe par une autre méthode qui, elle, nous donne la valeur initiale. Donc c'est ça l'indirection. Donc si je prends le cas de l'initialisation paresseuse avec les getters, c'est la même chose, j'ai toujours mes deux valeurs d'initialisation, avec des valeurs initiales, deux méthodes qui me retournent mes valeurs initiales. Et donc dans le getCouleur, je regarde si ma couleur est nulle et je lui affecte le résultat de la méthode couleur initiale, appelée sur l'objet courant, sur self. Si elle est nulle, et donc ça, moi je retourne ma couleur. Et pareil pour le get est allumé, ben je regarde si le champ est un nil, donc s'il est un nil, ça veut dire qu'il n'a pas été initialisé, je vais lui affecter le résultat de la méthode est initialement allumé. Et donc je passe par mon indirection, c'est je passe par une autre méthode et je n'ai pas accès directement à la valeur initiale. Et le bénéfice, c'est que si je vais définir une sous-classe lampe écologique avec une autre valeur, ben je me contente de redéfinir juste la méthode qui me retourne la nouvelle valeur, comme on l'a vu avec l'initialize. Et donc ceci clôt notre retour sur l'initialisation, les différentes techniques d'initialisation et les différentes manières de manipuler les valeurs initiales.